Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale Edition Yves Kenawa, la présentation Malik de l'autre côté de la réalisation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, 31 juillet 2012, c'est le jour tant entendu pour le grand sommet de la CEDEAO à Lomé. Un sommet qui devrait se pencher sur la crise sociopolitique au Togo. Tout le monde attendait de ce sommet des choses très importantes. Et les résolutions de la CEDEAO et les recommandations de la CEDEAO et ce qui serait le futur du Togo, la nation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui encore une fois la CEDEAO s'est réunie. Et la CEDEAO s'est réunie et elle a brillé comme d'habitude par sa médiocrité. Je peux essayer de dire par sa médiocrité parce qu'encore une fois, la CEDEAO n'a pas réussi. Je dis bien, la CEDEAO n'a pas réussi à résoudre le problème togolais. Sans plus tarder, nous allons retrouver notre correspondant depuis Lomé, Gabriel Adonai, pour nous faire le compte rendu exactement qu'est-ce qui s'est passé et pour qu'on arrive à la décision de la CEDEAO, à ces recommandations de la CEDEAO sur lesquelles nous allons revenir en détail une à une avec la participation effective du professeur Moussa ici depuis North Carolina. Alors Adonai, si tu nous écoutes, qu'est-ce qui réellement s'est passé aujourd'hui pour que la CEDEAO arrive à cette décision surprise? Oui, merci Ekenao. Aujourd'hui, le sommet de la CEDEAO, comme attendait sciemment tous les Togolais, a commencé avec les mots de bienvenue du chef de l'État togolais Faure Essos Gnagnassingbe. Et suite après ces mots de bienvenue, nous avons reçu quand même le discours du ministre des Affaires étrangères togolais, Père Doucet. Juste après son discours, nous avons reçu quand même les prestations de serment du président de la commission de la CEDEAO, qui est un Ivoirien. Il est consacré aujourd'hui dans le sommet de la CEDEAO. Et suite à ça, nous avons eu également la prestation de serment des magistrats de la CEDEAO, c'est-à-dire les juges qui sont à la haute cour, qui sont bien placés au-dessus pour pouvoir juger bien les actes dans le secteur de la CEDEAO. Et après ça, ils sont revenus sur le grand point qu'attendaient sciemment les Togolais, et ils ont eu quand même à outrepasser certains points de leur rapport qu'ils avaient entrepris auparavant. Maintenant, suite à ça, ils ont essayé de tomber sur le cas du Togo, tout en donnant les ultimatums suivants. Réforme institutionnelle et constitutionnelle, vote de la diaspora, la révision du fichier électoral, réformation de la Cour constitutionnelle, et élection à 2 tours, limitation de mandat à 2. Maintenant, il va falloir exhorter le gouvernement et les protagonistes de la politique togolaise, bien sûr, l'opposition et le gouvernement, à faire tout possible pour organiser les élections législatives le 20 décembre prochain. Tels sont les points cités et adoptés par la conférence de la CEDEAO. Et maintenant, les grands points qu'attendait l'opposition et la population togolaise sont le retour à la Constitution de 1992 dans son intégralité. Maintenant, la non-représentation de Faure Essos Gnagnassingbe à l'élection de 2020. Mais ces 2 points-là, ils ont seulement brossé et biaisé à côté. Donc, ce qui fait que ça suscite certaines réactions déjà dans le public togolais ici, mais
comme ils ont laissé la décision tomber à la fin de la journée, c'est demain que nous aurons quand même les réactions des auditeurs, des auditrices et la réaction du public avec le micro-trottoir que nous faisons d'habitude. Donc, quels sont les grands points sur lesquels la CEDEAO a siégé cet après-midi et ils ont donné quand même leur ton sur la situation du pays. Voilà, on dit souvent, quand on attend quand même un loup, et il faut attendre aussi assez large. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO, que le public togolais attendait depuis fort longtemps, ils ont adopté leur comportement de l'ancien temps. Et bon, en fait, les Togolais sont habitués à ça. Et voilà, la décision est tombée. Le vin est tiré, on ne peut que le boire. Merci, ne quittez surtout pas. Nous allons revenir pour que vous nous donniez les réactions à chaud de certains leaders de l'opposition que tu as pu rencontrer. Mais pour le moment, je me retourne vers le professeur Moussa Issifou. Il est professeur conférencier à l'université de North Carolina. Il est ici aux États-Unis. Il est le coordinateur des mouvements et associations de la diaspora. Alors, monsieur Issifou, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yves Kenao, et bonsoir à tous les amis sur ce plateau ce soir du 31 juillet 2018. Voilà, monsieur le professeur, nous tous on attendait vivement cette journée du 31 juillet 2018. Tout l'espoir d'un peuple était reposé sur cette date, sur aujourd'hui, avec les résolutions ou les recommandations de la CEDEAO qui devraient tomber en fin de journée. Voilà, les recommandations sont tombées, vous les avez lues, vous les avez analysées. Avant d'entrer dans le vif, avant de les aborder une à une, quelle est la lecture que vous faites de ce sommet? Qu'est-ce que vous retenez de ce sommet? Ma lecture de ce sommet, c'est que ce sommet, disons, a comblé les attentes de ceux-là qui l'ont organisé. Puisque ce sommet, vous n'êtes pas sans savoir que ce sommet a été couplé d'un autre sommet qui s'appelait sommet. Alors, monsieur le professeur, je voudrais profiter de l'occasion avant de vous laisser continuer, dire à Serge Niawa de se patienter après l'intervention du professeur. Nous allons l'accueillir sur nos antennes. Merci. Donc je disais que ce sommet était couplé avec un autre sommet qu'on a appelé pompeusement sommet CEDEAO-CEAC. Et donc les tenants du pouvoir de l'Afrique centrale étaient présents hier à Lomé, où ils ont eu ce sommet-là conjoint avec leurs homologues. Encore une fois, monsieur le professeur, la réalisation me fait signe que Serge Niawa doit intervenir. Alors, monsieur le professeur, avec toutes nos excuses et tous nos respects, je vous demande de vous patienter un tout petit peu. Nous allons retrouver Serge Niawa et après on va vous retrouver. Allô, Serge? Alors, est-ce que vous m'attendez, Kenao? Oui, je vous attends un peu mieux. Vous m'entendez? Oui, je vous attends. Allez-y, donnez-nous vos impressions sur la lecture de ces recommandations de la CEDEAO. D'accord, je voulais quand même remercier le professeur et puis Gabriel, le professeur. C'est un peu quelque chose de plus rapide parce que j'ai pris ce temps-là pour essayer d'intervenir dans peut-être 10 minutes seulement. Alors, je voulais quand même essayer ensemble qu'on puisse voir ce que la CEDEAO a produit aujourd'hui. Une feuille de route. Mais quelle est cette feuille de route où la CEDEAO ne nous dit même pas si Frère Yassine ne doit plus briguer un 4e mandat? C'est suicidaire parce que nous ne savons pas aussi à quel moment ces recommandations vont prendre effet. Donc, c'est quand même un balai folklorique auquel nous avons assisté. La CEDEAO ne nous a pas prouvé réellement qu'elle a aidé les Togolais. La CEDEAO nous amène encore au suicide. La CEDEAO, vous croyez que la CEDEAO peut prendre des résolutions pour pouvoir bannir Frère Yassine? Non. La CEDEAO, encore une fois de plus, a favorisé Frère Yassine.
parce qu'elle ne dit pas non seulement à quel moment ces recommandations vont prendre effet. Regardez un peu. Il faut le fichier électoral, la mise à jour du fichier électoral. On ne peut pas le faire dans au moins 3 mois. Il faut aussi penser à changer un peu la CENI. Mais vous croyez que c'est cette CENI qui va continuer à diriger les élections prochaines qui arrivent? Non. Aujourd'hui, le professeur l'a dit, si jamais la CEDEAO dit avec des résolutions qui ne sied pas aux Togolais, les Togolais vont prendre la rue et réclamer leur dû. Alors ils sont tous avertis que cette CEDEAO n'est pas réellement venue pour pouvoir aider les Togolais. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que nous avons vu une CEDEAO qui ne tient pas dans les règles, une CEDEAO qui ne s'est même pas intéressée. On va faire l'Assemblée qui n'a même pas dit quelque chose. Mais il a fait son bilan et qu'est-ce qu'il a dit? Il a aussi parlé de l'insécurité dans les 2 régions, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que c'est de là on en parlait? Pourquoi ce balai diplomatique? Pourquoi rapidement 3 réunions, 3 gens de réunions qui se croisent à Lomé? Pour quelle raison? C'est qu'on a minimisé réellement la crise togolaise. Alors que c'est cette crise togolaise, les Togolais attendaient réellement tous ces résolutions pour dire effectivement nous sommes à bout du souffle. Mais les Togolais retournent encore à l'ensemble de départ. C'est un peu grave pour les 2 États qui se mettent ensemble et qui se foutent des Togolais. On s'en fout si les Togolais ont reçu ces résolutions, mais les résolutions que vous avez vues aujourd'hui, ce ne sont pas des résolutions. Ça, c'est une casse chinoise. Donc les Togolais vont encore essayer de prendre les rues et réclamer leur dû. Parce que c'est un marché de dû. Voilà, c'est ce que je voulais dire rapidement, M. Kenao. Merci beaucoup, Serge Nyawa. Et si vous avez encore du temps, vous pouvez nous rappeler dans quelques minutes. Alors, monsieur le professeur, toutes mes excuses, je vous retrouve. Alors, quelles sont vos impressions sur ce sommet, ce 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu aujourd'hui même le 31 juillet à Lomé? Oui, je vais dire que mes impressions par rapport au sommet, c'est que j'ai constaté que les tenants de ce sommet-là, ou bien du pouvoir du moins, ont voulu faire le one-man show. Et je pense qu'en ce sens, ils ont réussi, n'est-ce pas, à rassembler des gens de l'Afrique centrale, comme je le disais tantôt, pour un sommet soi-disant de la CEDEAO-CAC, et pour soi-disant parler de la sécurité, du terrorisme et autres. Moi, je disais que ces gens, finalement, je ne comprends pas ces chefs d'État africains, qu'ils soient de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, je ne les comprends pas. Parce que quand moi j'ai regardé leurs photos hier, leurs photos de famille, je me suis rendu compte que ces gens-là, peut-être que soit ils vivent dans l'irréel, dans un monde où les rationnels n'existent plus, ou bien soit ils se moquent de leur peuple. Parce que quand j'ai regardé tour à tour, un à un, ces gens-là debout hier, je me suis rendu compte que ceux-là même qui promotent, n'est-ce pas, qui sont les promoteurs de l'insécurité en Afrique, c'est eux qui sont là en train de parler de l'insécurité. C'est-à-dire que les voleurs qui se réunissent pour parler, pour se plaindre du fait que les gens sont en train de voler. C'est ça le problème. C'est le comportement de ces gens-là dans leur pays respectif qui cause l'insécurité. Et lorsque les gens veulent s'accrocher au pouvoir à vie, et pendant que c'est une nation qu'on prétend gérer, alors que les autres ont envie de gérer ce pouvoir-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens se taisent? Donc moi, hier, j'ai été un peu, disons, déçu par rapport à l'optimisme qu'ils affichent, alors qu'ils savent, ils connaissent bien le problème. Ils vont venir dépenser l'argent du contribuable togolais et de leur pays en prenant des avions parce qu'ils veulent venir parler de sécurité, alors qu'ils savent que leur comportement, leurs agissements, ce sont
CFA responsable de l'insécurité à laquelle nous assistons en Afrique et plus particulièrement dans les 2 zones. Alors, je vais dire que mes premières impressions, c'est que, bon, ils ont voulu faire du show, ils ont peut-être réussi leur show puisqu'ils ont pu tenir les possibles manifestants à distance en déployant un appareil militaire impressionnant, histoire de tout faire pour cacher la tension, pour cacher le sentiment de découragement, de déception, n'est-ce pas, qui se lie à travers les visages du peuple togolais. Donc, je pense qu'ils ont pu tenir à distance les gens et ils ont fait semblant. Pour eux, ils ont déjà commencé par dire Paris réussi pour le Togo, Paris réussi pour le président Faure, tout un tas de choses. Mais ça fait leur problème. Je leur demande seulement s'ils ont une conscience encore qui est active. Ils n'ont qu'à se référer à leur conscience et de se demander si ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire à son peuple. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, puisque nous en avons pour longtemps. On va intervenir sur des aspects, des recommandations, elle-même par rapport à ce que la CEDEAO a fait aujourd'hui même. Pour le moment, je me suis prononcé de façon générale sur ce sommet-là, pompeusement annoncé, et comme quoi le Togo, c'est une terre d'accueil, comme quoi Lomé, c'est la capitale des sommets, et comme quoi on mange les sommets. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Restez toujours avec nous. Est-ce que Alassane est en ligne? Alors, Alassane? Monsieur Samadogo? Oui. Bonsoir, monsieur Samadogo. Bonsoir, monsieur Yves Kenao. Voilà, vous êtes dans l'émission Special Edition. Quelles sont vos premières impressions sur le 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu aujourd'hui à Lomé? Bon, le 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu au Togo, précisément à Lomé. Bon, je vais aborder la conclusion sur la situation politique au Togo. Bon, j'ai eu l'occasion de suivre un peu la conclusion du Togo. Monsieur Alassane, vous nous appelez sur le speaker ou comment? Si vous nous appelez sur le speaker, enlevez le speaker. Allô? Alors vous nous appelez sur le speaker ou Ah non, j'ai enlevé le speaker. Vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux maintenant. Ah, ok. Voilà, donc, pour revenir à ce que j'ai dit, j'ai suivi la lecture de la conclusion des travaux sur le 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Lomé. Bon, concernant la situation politique au Togo, les déclarations des chefs d'État ont été vagues. Donc, c'est une ouverture à toutes sortes de luttes. Donc, je voulais dire que, généralement, c'est pas intéressant de compter sur cette communauté internationale pour régler les problèmes politiques d'un pays. Parce qu'on connaît la mentalité de nos chefs d'État, eux-mêmes, ils sont pas, au niveau de leur pays, ils sont pas clairs concernant la gestion de leur pays. Et ils se reprochent quelque chose. Donc, ils veulent pas quand même s'aventurer à donner une idée claire, amenant à la résolution d'un problème dans un autre pays appartenant à cet même espace. Donc, je veux dire que, il appartient au peuple togolais, à la jeunesse, à toute la population en général, de prendre son destin en main. Et j'ai constaté que la communauté internationale est très souvent du côté du plus fort. Donc, si la jeunesse, la population en quelque sorte arrive à faire pression, de façon à faire basculer un peu la balance de leur côté, je pense qu'en ce moment, la communauté internationale peut essayer de les accompagner. J'ai dit accompagner parce que accompagner pas totalement dans le sens de résoudre leurs problèmes, mais il y a des voix qui vont s'élever pour en fait donner une certaine raison à l'opposition politique. Donc moi je vais dire que
concernant cette conclusion-là, bon, ça n'augure rien de bon sur la situation au Togo, quoi. Voilà, merci beaucoup, M. Samadogo. Restez toujours avec nous, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Mais retournons du côté de Saint-Cloud pour voir si Serge Niawa est toujours en ligne. Serge, allô? Allô Yves, c'est Gabriel, hein? Oui, mon cher Kenao, je suis vraiment dans les... Ok, Gabriel, vous attendez, je vais prendre Serge. Serge, alors continuez. Serge, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ce sommet a ajouté quelque chose dans le sens de la résolution de la crise sociopolitique du Togo? Allô, Serge? Bon, on a perdu Serge. On retrouve Gabriel Adona depuis Lomé. Allô, Gabriel? Oui, Yves. Allô? Allô, Gabriel? Oui, Yves, vous me recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, dites-moi, est-ce que l'impression à Lomé, est que ce sommet a ajouté un plus dans la résolution de la crise sociopolitique au Togo? Et c'est ce sentiment que vous recevez auprès des gens? Oui, écoutez, ce sommet, on dirait que c'est une inutilité. Ce sommet n'a rien ajouté. On dirait qu'ils n'ont même pas pris quand même les inquiétudes des Togolais et ils n'ont pas pris ça en compte. Et finalement, ils ont quand même essayé de se positionner sur leur côté, tout en donnant quand même les rapports des deux communautés, GAC, SIMAC, UMOA et la CEDEAO. Alors, ils ont seulement positionné le cas du Togo en dernière position. Ce qui fait que voilà, les Togolais attendaient sciemment très fatigués avant que la réponse ne tombait à partir de 18h cet après-midi. Alors, ce que moi je fais, l'analyse que je fais personnellement, je voudrais quand même venir directement au niveau du professeur pour voir effectivement, sur ce plateau, qu'on s'est échangé, c'est sur ce plateau qu'on a essayé de tenir quand même des émissions spéciales, j'allais dire. Et finalement, le professeur avait une confiance, quand même, du moins 50% de confiance à la CEDEAO. Du moins, si ce n'est pas quand même le professeur, le président de la Guinée, Alpha Condé, ce serait quand même Mamadou Bouhari du Nigeria. Étant donné que Bouhari du Nigeria, il a fait quand même le fauteuil de la présidence de la CEDEAO, mais finalement, il n'a pas donné quand même son ton de responsabilisation sur le cas du Togo. Donc, il s'est laissé faire pour ce premier temps, et finalement, on ne l'a même pas senti en réalité, comme on le sentait quand même dans la crise togolaise, le moment où ça avait démarré le 19 août dernier. Alors, je voudrais savoir si cette assurance qu'avait le professeur en CEDEAO, est-ce que ça existe encore? Ça, c'est une première question. De deux, je vois automatiquement en menant la vie que voilà, comme l'a dit mon prédécesseur, celui qui avait intervenu tout de suite là, l'opinion internationale, quoi qu'on en dise, sont quand même, ils sont les syndicats des présidents, à ce qu'on voit leur image dans leurs actes posés, ce sont les syndicats des présidents, les syndicats du plus fort. Alors que le peuple est à côté, ils se sont basés sur les actions, les réactions, les faits professionnels du peuple pour pouvoir survivre également. Mais finalement, ils ont ignoré le peuple et ils essaient de voir leur côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les Togolais vont bondir aujourd'hui maintenant, on va leur brandir l'armée, puisque c'est une décision des chefs d'État de la CEDEAO. Alors, étant donné que nous sommes au Togo, et si on fait dégénérer quand même, on fait venir les Togolais dans les rues aujourd'hui, est-ce que l'armée ne sera pas quand même la barrière du plus fort en face du public togolais? Ça, c'est la seconde question. Mais j'attends pour le moment là-bas et je voudrais attendre quand même une réponse auprès du professeur. Merci Yves. Voilà, merci. Monsieur le professeur, vous venez de suivre Gabriel. J'espère que vous avez entendu ces questions. Alors, vos réponses, s'il vous plaît. Concernant le président Bouhari,
Et comme vous le savez, il vient de prendre les rênes de la CEDEAO. Et ce qui est un peu, peut-être, le wait and see dans cette histoire, c'est que le cas gambien risque d'arriver au Togo, malheureusement, parce que, yes, il est vrai, personne n'a senti Bouhari se prononcer aujourd'hui, mais je peux vous assurer que Bouhari n'a pas abandonné sa volonté de voir un changement au Togo. Ça, loin de là. Alors, il a 12 mois et pour faire le travail. Et comme vous le savez, le président Macron a dit que Bouhari, après les élections, va se consacrer à aider le Togo. Moi, je pense que aujourd'hui, quand j'ai lu les recommandations, ma première impression, c'est que j'ai dit la montagne a accouché d'une souris. Mais après réflexion, je me suis aussi rendu compte que le peuple togolais, par sa détermination, peut transformer la souris au mont Kilimanjaro, peut transformer cette souris au mont Everest. C'est-à-dire que tout est dans la main du peuple. Parce que même au moment où je disais que je faisais confiance à la CD, non, du moins à Alpha Condé et à Bouhari, je n'ai jamais cessé de dire que le dernier mot revenait au peuple togolais. Pas plus qu'hier, j'ai envoyé des tweets, j'ai fait des interventions où j'ai dit que le peuple togolais devait être prêt devant ses portes et faire en sorte que si une décision venait à tomber qui ne lui plaisait pas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savions que la CEDEAO n'était pas une institution crédible dont les gens parlent. Alpha Condé a dit qu'ils ne sont pas un syndicat de chefs d'État. Mais juste après cette décision-là, j'ai envoyé un tweet où je disais que cette décision de la CEDEAO vient confirmer ce que tous les peuples africains pensent d'elle, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un syndicat de chefs de l'État, des chefs d'État. C'est-à-dire qu'il y a la plupart de ces chefs d'État-là, ils connaissent la vérité, mais des fois ils arrivent par la majorité, puisque là-bas aussi, les décisions se prennent par majorité. Donc, les Bouhari, les Alpha Condé auraient été mis en minorité pour le moment. Mais cela n'est pas encore tard, puisque c'était Macky Sall qui a obligé l'Afrique de l'Ouest à bouger vers la Gambie. Alors, je sais que la décision qui a été rendue, d'ailleurs, au passage, je vais vous dire clairement que la feuille de route qui a été lue, personnellement, je pense que c'est le RPT UNIR et le régime fort qui ont rédigé la feuille de route. Ça, ce n'est pas une feuille de route qui vient directement de la CEDEAO. Non, 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 non. C'est une feuille de route rédigée par le RPT. Voilà notre problème. Le problème de cette crise-là, c'est là où c'est situé. Donc, ils ont pu faire passer cette feuille de route-là avec des promesses qui ne vont pas tenir. Mais, suivez-moi bien, j'ai dit que la montagne vient d'accoucher d'une souris. Mais le peuple togolais peut, dans un élan républicain, dans un élan patriotique, transformer cette souris-là en mont Kilimanjaro, en mont Everest. Et ça, nous allons y travailler. Nous allons y travailler parce que nous n'allons pas jeter le travail que nous avons déjà fait par la fenêtre. Nous allons faire en sorte que nous puissions soutenir ce que nous avons déjà fait, nous puissions construire ce que nous pouvons faire à partir du travail déjà abattu. Pour moi, nous avons une déception aujourd'hui que je peux dire, le peuple de Gola a perdu une bataille ce soir, mais elle n'a nullement pas perdu la guerre. La guerre va se poursuivre et elle se soldera par la victoire du peuple togolais déterminé à s'affranchir du joug, n'est-ce pas, de la répression et d'un régime sanguinaire, cinquantenaire. Ça, soyez-en sûrs. Donc, pour le moment, je n'oublie pas mes espoirs. Je ne déchante pas. Je suis encore la main. Quant à la déception, oui, je peux dire la CEDEAO m'a déçu et elle a confirmé ce que nous pensons d'elle. Mais individuellement, je sais qu'il y a des chefs d'État qui vont œuvrer à ce que la volonté du peuple togolais soit faite. Et ça, nous y croyons et cela va se réaliser. Alors, monsieur le professeur, maintenant, voyons une à une les résolutions de la CEDEAO et ensemble voyons lesquelles de ces résolutions peuvent être
appliquées, peuvent être concrétisées. Et dans l'ensemble de ces résolutions, j'ai l'impression que la CEDEAO a oublié, le sommet précisément de Lomé a oublié de se prononcer sur les points les plus cruciaux de la crise togolaise, à savoir le retour à la constitution de 92, à quand commence l'application du retour de la constitution de 92, les effets de ce retour, la CEDEAO ne nous dit rien. Oh, c'est sur ces points-là qu'il y a problème. Voilà. Monsieur le professeur, prenons le premier point. On nous dit que d'accélérer les procédures, les mesures d'apaisement. Vous croyez que les deux parties sont d'accord pour les mesures d'apaisement? Et est-ce que ces mesures d'apaisement pourront être réellement appliquées pour que l'ensemble de ces détenus-là, que tous les détenus puissent être libérés? Oui, s'agissant des mesures d'apaisement, d'ailleurs, c'est là où ma déception était devenue plus grande. Elle était devenue plus grande, d'autant plus que les mesures d'apaisement étaient, disons, des actes les plus simples que l'on puisse prendre. Puisque quand vous vous référez au motif de l'arrestation de tous ces jeunes-là pour puissent encore dans les prisons de Lomé et à travers le pays, ils n'ont rien fait. On a seulement voulu les utiliser comme des otages pour négocier. Maintenant que vous avez pu faire imposer la feuille de route rédigée par le régime RPT uni, moi je pense qu'au moins les chefs d'État de la CEDEAO auraient pu exiger la libération immédiate de tous ces détenus-là. Mais ils n'ont pas fait cas. Ils se contentent de dire qu'il faut accélérer les mesures. C'est un langage fleuri qui n'a pas de sens. Depuis ce temps, depuis avant le 27 juin, c'était le même langage. On dit, on encourage le gouvernement à faire ceci. On encourage le gouvernement à faire ceci. Si le gouvernement était un gouvernement de bonne foi, on ne se plairait pas, non. Mais c'est un gouvernement qui agit par mauvaise foi, qui est d'une mauvaise foi inqualifiable. Alors vous allez vous fier à un gouvernement comme ça pour exécuter quoi? C'est pourquoi je dis que ce qui m'a le plus énervé, c'est que la CEDEAO a échoué de faire libérer ces jeunes frères-là, ces frères-là, qui croupissent dans les prisons parce que, pour certains, ils ont osé manifester, pour d'autres, ils n'étaient même pas au lieu des manifestations. Et maintenant, vous vous rendez compte, ce qui rend encore plus bête les recommandations de la CEDEAO, c'est que dans ces recommandations, ils demandent aux gens de s'abstenir de toute violence et demandent aux populations de restituer les armes qu'ils ont dérobées aux armes. Vous voyez, ça, c'est des gens qui réfléchissent ça. Ça, voilà, c'est des propos irresponsables. J'allais en venir à cette question pour vous demander comment la CEDEAO a su que certaines personnes ont les armes au Togo. C'est grave, c'est bête comme propos. Parce que je ne peux pas croire que tous ces gens-là vont croire que c'est la population qui a pris les armes et c'est à la population d'aider à retrouver ces armes ou bien d'aller retrouver. Ça se passe où, dans quel pays? Vous pensez ça c'est ça qui dirige nos pays? Voilà pourquoi l'Afrique est à la traîne. Voilà le problème de l'Afrique. Que dire que ces chefs d'État sont assis, personne d'entre eux n'a pu dire s'il vous plaît, c'est honteux, on ne peut pas mettre ça dans une déclaration qui émane de nous. Que tout le monde avalise ça, je suis totalement désolé. Je suis décontenancé. Voilà, comment vous vous appelez, monsieur? Monsieur Akpo. Monsieur Akpo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir sur nos antennes. Je sais que vous appelez pour donner vos impressions sur cette débâcle de la CEDEAO à Lomé. Alors, quelles sont vos impressions sur les recommandations de ce 53e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Lomé?
honnêtement parlant, je suis déçu à 100%. Je suis déçu à 100% de ce que la CEDEAO vient de faire aujourd'hui, 31 juillet 2018, à Lomé. Comme quoi, j'ai le sentiment que... Ok, monsieur Ako, si vous nous appelez sur le speaker, est-ce que vous pouvez enlever le speaker? Parlez-nous directement, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce que vous parlez sur le haut-parleur? Si vous parlez sur le haut-parleur, enlevez le haut-parleur. Ok. Si je continue maintenant? Ouais, c'est mieux. Allez-y. Je vous disais que je suis vraiment déçu de ce que la CEDEAO a donné comme feuille de route aujourd'hui à Lomé. Moi, j'ai le sentiment que la CEDEAO aurait une commission particulière corrompue qui aurait accepté l'argent de fonds pour faire valoir tout ce qu'il pourrait faire du Togo. Vous comprenez, rien de ce qui a été dit comme feuille de route n'intéresse les Togolais. C'est comme s'ils n'ont pas bougé d'un seul iota. C'est une déception 100%. Franchement parlant, c'est une déception sans précédent. Je m'arrête pour le moment. Voilà. Monsieur Adona, depuis Lomé. Oui. Gabriel? Oui, je vous écoute. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Merci beaucoup. Alors, Gabriel, vous êtes à Lomé, vous connaissez les habitudes des Loméens, vous connaissez bien la réaction de la classe politique au Togo. Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, la classe politique au Togo va accueillir ces recommandations positivement? Bien, d'abord, il faudrait quand même le signaler que la classe politique togolaise, surtout, je parle bien, on va intéresser directement l'opposition togolaise et la population togolaise, puisque la population togolaise est représentée par l'opposition togolaise et la société civile. Alors, ce que dit toute les mouvements de la société civile et également les partis politiques de l'opposition, c'est les mêmes choses. Ce sont les réclamations de la population, les réclamations du peuple, les points essentiels qui font quand même un Togolais lambda de bonheur. Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO que nous attendons sciemment, ils ont outrepassé tous ces points-là et ils ont décidé à leur sort qu'ils les satisfaient eux-mêmes. Donc la classe politique togolaise aujourd'hui, du moins à l'exception du gouvernement, l'opposition ne va pas pouvoir accueillir cette décision si facile. Mais ce qui est également une blocus de l'opposition est que c'est la raison du plus qu'aujourd'hui, quand on parle des mesures d'apaisement, aujourd'hui, quand on insiste sur les mesures d'apaisement, ce qui prouve automatiquement que du jour au lendemain, on peut toutefois bloquer la population togolaise de ne pas manifester. On peut toutefois bloquer l'opposition togolaise de rester chez elle. Donc, toutes ces choses-là, on fait allusion directement au blocus de manifestations aux Togolais. Donc, c'est ce qu'on avait vécu auparavant, c'est de ça qu'on en vient aujourd'hui. Alors, on attend la réaction de l'opposition. Déjà à partir de demain, c'est-à-dire déjà à partir de 6 h du matin aujourd'hui, ça va démarrer, les réactions vont commencer à tomber. On verra ce que l'opposition va faire, mais ce qui est caché déjà automatiquement là-bas, puisqu'il y avait eu des meetings avec l'action, il y avait eu des concertations de la société civile avec la population, et ils ont donné quand même leur ultimatum à la CEDEAO, que si jamais la CEDEAO n'arrive pas à prendre la décision qui convient réellement à la situation politique togolaise, alors là, ce serait quand même la reprise des manifestations, la reprise de la rue. Mais la grande question qui est à poser est que, comme il y a la raison du plus fort, ce sont les présidents qui décident aujourd'hui. Et c'est le président Faure-Essence qui est automatiquement le ministre de la Défense. Alors, si on brandit
quand même l'armée devant la population. Est-ce que la population va pouvoir manifester une fois encore? Non, je dis non et je confirme. Parce que nous savons bien ce qui s'est passé au Togo dans les années 2005. Lors du décès du feu Yadema, en 2005, ce n'est pas du tout facile. Il y avait eu des morts qu'on a dénombrés et des blessés qu'on a dénombrés également. Aujourd'hui, jusqu'à cet instant qu'on parle, nul n'a fait cas de ces cas-là aujourd'hui. Mais on a seulement projeté encore les Togolais dans le temps à venir. Gabriel, professeur, on continue avec les analyses de ces recommandations. Il y a une autre recommandation qui dit que la conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. J'ai rapidement, il y a une chose qui a attiré mon attention. On dit au gouvernement de réviser. On n'a pas dit au parti de réviser le fichier électoral, mais on dit au gouvernement de réviser le fichier électoral. Comment est-ce que l'opposition saura si le gouvernement a réellement révisé le fichier électoral avant même de parler des élections législatives dans 3 ou 4 mois? C'est là où la mauvaise foi de la CEDEAO devient manifeste. Et je vais tout simplement leur dire, CEDEAO, merci de votre gentillesse leurrée. Et ces gens-là, ils se moquent de nous, ils se sont moqués de nous. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est la feuille de route proposée par le RPT uni qu'ils ont lue. Ce n'est pas une feuille de route rédigée par la CEDEAO, non, 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 non. C'est ce que le RPT a pu faire passer. Donc sinon, comment vous allez demander à quelqu'un qui a pris, on lui a demandé il y a de cela 13 ans, de réviser les listes électorales pour pouvoir avoir des listes consensuelles, il a refusé de le faire. D'ailleurs, c'est pas ça qui a causé la crise actuelle. Si le RPT voulait réviser ces listes-là, on n'en serait pas là. Et maintenant, vous demandez comme ça, vous êtes assis, vous avez mangé, puis vous êtes content, vous demandez au gouvernement par ailleurs, allez, on vous fait confiance, allez réviser les listes électorales que vous étiez en train de tripatouiller, allez accélérer votre tripatouillage. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère des problèmes, c'est comme ça qu'on résout des problèmes? Non. Alors, CEDEAO, je pense qu'ils ne sont pas encore fatigués de voir le sang des Togolais couler. Donc, ils vont nous pousser aux élections où les résultats sont déjà connus d'avance. Et lorsque le peuple va réagir, on va les massacrer et ils seront contents. Puisqu'ils sont habitués à des sacrifices humains, ça va renforcer leur pouvoir. Sinon, moi, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent demander au gouvernement d'aller réviser les listes électorales alors qu'ils savent que ce gouvernement n'en est pas capable. Ce gouvernement n'en a pas la volonté. Ce gouvernement n'est pas crédible. Ils savent tout ça là. Et vous allez donner un quitus à un gouvernement décrié comme ça, d'aller faire quoi? D'aller réviser les listes électorales en vue des élections qui seront crédibles. Give me a break. C'est du dilatoire pur et simple. Voilà, on me fait signe qu'Alassane Savadogo est en ligne. Alors Alassane, bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, Alassane, je voudrais te poser cette question très rapidement. On parle, tu es statisticien, on parle de révision de liste électorale par le gouvernement en vue d'organiser les élections le 20 décembre 2018. En tant que statisticien, est-ce que tu crois que c'est possible? Bon, en fait, s'il y a la volonté de part et d'autre avec l'inclusion de tous les partis prenants, bon, moi je vois une possibilité en cela. Bon, mais ce qui peut poser problème, bon, c'est les négociations en cours. Bon, je ne peux pas concevoir que, bon, l'opposition et puis le parti au pouvoir essaient de négocier pour trouver une solution à la crise et en même temps parler de législative. Bon, moi je pense qu'on aurait dû même repousser même un peu la date des élections législatives et puis même essayer de se focaliser sur les problèmes qui se posent actuellement au niveau sociopolitique. Bon, c'est le plus. Sinon, bon, on ne peut pas quand même jeter son dévolu sur les deux cas
dans ce délai. S'il n'y avait pas vraiment un problème politique à résoudre, moi je pense 3 mois, ça pouvait quand même être possible. Monsieur Akpo, est-ce que Monsieur Akpo est avec nous? Est-ce que Monsieur Akpo est avec nous? Monsieur Serge. Alors, Adonai. Oui. Gabriel? Oui, vous me recevez? Oui, je te reçois. Alors, Gabriel, durant tout ce temps-là, il y a une autre résolution qui parle de la limitation des mandats des magistrats, qui parle de la limitation du mandat présidentiel et qui parle aussi de la composition de la Cour constitutionnelle. Alors, M. Adonai, vous savez que le problème qui s'est posé au Togo, c'est la limitation du mandat présidentiel et surtout de la fameuse phrase « en aucun cas ». Mais dans la résolution de la CEDEAO, rien n'est fait cas, rien n'est mentionné. La CEDEAO n'a même pas abordé ce cas-là. Or, si la CEDEAO abordait ce cas, ça serait purement et simplement la résolution de la crise. Alors, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que, en oubliant ce point, en omettant ce point-là, vous ne trouvez pas que c'est vraiment le nœud même du problème togolais? La limitation. Oui, tout à fait. Et il est vrai qu'il y avait eu de multiples dialogues, il y avait eu de multiples concertations entre le gouvernement et l'opposition, mais ils ont pris quand même les prérogatives, ils se sont mis d'accord sur certains principes à respecter, mais qui doit faire respecter ces principes-là, c'est le gouvernement, le pouvoir en place. Et quand on demande à ce pouvoir en place aujourd'hui la limitation des mandats, de tout, et la limitation des mandats des magistrats également, bon, il y a une inquiétude là-bas, puisque, étant donné que des multiples accords qui se sont passés, on n'a pas respecté toutes ces choses-là, et quand on demande aujourd'hui au gouvernement de respecter, du moins le minimum là, ce serait un peu difficile. Puis, la population togolaise n'a plus de confiance en ce pouvoir-là pour le respect des principes pris aujourd'hui en compte par la CEDEAO. En plus de ça, les mots, la phrase « en aucun cas » qui ne se figure pas quand même dans la décision de la CEDEAO aujourd'hui, ça fait pleurer carrément les Togolais. Ça fait pleurer les Togolais, puisque cette phrase-là, ces deux mots-là, en aucun cas, c'est ça seulement qui demeure l'espoir des Togolais. Puisque le régime a daté il y a de cela des décennies. Mais aujourd'hui, si au moins on fait venir ces propos dans les prérogatives, ce serait un espoir pour les Togolais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je trouve tout simplement que le fait qu'on dise qu'on respecte cette déontologie à la CEDEAO, ce serait pas difficile. Et puis la population togolaise n'a pas de confiance en eux du tout dans ce gouvernement-là. Il est vrai que dans les stipulations de la CEDEAO aujourd'hui, ils ont mentionné qu'il y a au moins une commission mise en place, les gens du gouvernement également, et certains de l'opinion internationale. Bien, enfin, cette commission-là, est-ce qu'aujourd'hui, comme l'opposition n'est pas satisfaite, est-ce que l'opposition accepterait participer à une commission de quel genre? Ça, c'est une grande interrogation que nous sommes en train de demander du corps de la presse congolaise. Alors, c'est un peu difficile à respecter ces accords-là. Monsieur le professeur, ouais. Alors, vraiment, sur ce point-là, je voudrais votre avis. Vous savez, la crise togolaise, en fait, elle a démarré à partir de ce point-là. La limitation du mandat présidentiel. Et surtout, la phrase « en aucun cas ». Maintenant, il se fait que il y a eu un vide, enfin, il y a une certaine ombre
sur cette partie du problème. Le nom même du problème, c'est ça. Même si on retourne sur la Constitution de 92, toute la Constitution de 92 est basée sur cette phrase-là. Voilà qu'elle est omise. Maintenant, quelle peut être la justification de l'omission de cette partie-là dans les résolutions? Et cela voudrait dire que la CEDEAO n'a pas compétence à statuer sur ce problème? Et alors pourquoi elle fixe la date des législatives? Voilà ma question. Oui, encore, je ne le dirai jamais assez. Je ne peux que confirmer ce que j'ai dit de la CEDEAO, que c'est une institution qui est animée d'une mauvaise foi. Donc, elle veut faire une chose, et de l'autre côté, elle fait le contraire de ce qu'elle doit faire. Mais pour le moment, moi, je pense qu'il n'y a pas encore péril à la demeure, hein, par rapport à la phrase en aucun cas. Voici ma réflexion, voici la proposition que moi je suis en train de pouvoir faire à l'opposition togolaise. Ils ont parlé des réformes, ils ont parlé de tout dans la feuille de route. Moi, je vais penser que plutôt nous allons nous battre sur deux choses. Soit nous allons nous battre pour obtenir une transition qui va se charger de ces réformes-là, soit nous allons oublier ces réformes-là, constitutionnelles et institutionnelles, et nous concentrer sur la transparence des élections et législatives. C'est-à-dire que si nous obtenons un fichier électoral crédible qui a été révisé de commun accord avec l'opposition, et que nous irons à ces élections. J'ai dit si, disons, c'est des conditionnels ou conditionnels ici. Et si on allait à des élections, on les gagnerait. Et en ce moment-là, nous allons dire, bon, maintenant nous sommes prêts à amener les textes, nous allons faire les réformes au Parlement. Puisque c'est ce que ces gens-là ont dit. Allez faire les réformes au Parlement. Moi, je dis déjà non aux réformes devant ce Parlement-là. Le Parlement actuel n'a pas compétence, n'a plus compétence à réviser ou bien à regarder ces réformes. Voilà, monsieur le professeur, j'allais vous demander si c'est l'actuelle Assemblée qui fera les réformes ou bien c'est la nouvelle Assemblée qui fera les réformes. Cette question est vraiment déterminante. Si dans l'entendement de la CEDEAO, elle parle de cette Assemblée, je dis non. Et le peuple doit rejeter ça. Nous voulons, s'il y a réforme au Parlement, que ces réformes soient effectuées par le nouveau Parlement qui sera issu des élections consensuelles. Et là, nous sommes d'accord, nous irons au Parlement. Ça ne sera plus un Parlement à sens unique. Ça sera un Parlement digne de ce nom. Et nous allons, si Dieu le veut, nous allons là-bas faire ces réformes-là. Et en ce moment-là, le problème dans aucun cas ne va pas se poser. Nous allons mettre en aucun cas là-bas et quitte au Parlement de voter. C'est-à-dire que le Parlement reconnu par le peuple togolais, parce que ici, des élections libres et transparentes. Alors, pourquoi j'ai dit que même Monsieur Akpo, les réformes soient faites maintenant, nous disons est-ce que vous pouvez sortir, vous pouvez diminuer votre volume un tout petit peu là. Allez-y, monsieur le professeur. Ces réformes sont à attendre et nous allons nous battre plutôt pour obtenir un fichier crédible, pour obtenir des élections crédibles et nous irons. Nous n'avons pas peur d'élections, mais seulement nous avons peur des fraudes massives. Nous avons peur de la violence qui s'abat sur nos populations. Nous avons peur, n'est-ce pas, des assassinats, des tueries. C'est ça qui fait problème. Alors, si la CEDEAO veut aider, puisqu'elle a parlé d'une commission, tout ça là, même les listes électorales doivent être révisées sous la supervision de cette commission mixte. Et là, on sera d'accord pour aller à ces élections et on fera des réformes lorsque les élections seront clôturées et lorsque les résultats seront donnés. Et là, on sera prêt pour quelques réformes que ce soit. Maintenant, des réformes dans l'état actuel, en suivant la feuille de route que le RPT UNIR a remis à la CEDEAO, remise à la CEDEAO, nous disons non. On ne va pas discuter des réformes au Parlement par rapport à la feuille de route que le RPT a imposée, n'est-ce pas, à ses frères et sœurs de la CEDEAO. Malheureusement,
et ils se sont laissés faire. Et le RPT est sorti, c'est pas Ragayardi aujourd'hui, et ils se croient tout permis. Mais je dis, attention, il ne faut pas qu'ils aillent trop vite en besogne, parce que it could backfire. Yes. Voilà, M. Akpo, est-ce que M. Akpo est là? Bien sûr. Alors, M. Akpo, vous nous avez suivi il y a de cela un bout de temps. Quelles sont vos impressions sur l'organisation des élections en décembre, législatives en décembre, la participation de la diaspora au vote dans les pays respectifs de cette diaspora? Que pensez-vous de tout ça là? Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a eu gain de cause? D'abord, la feuille de route de la CEDEAO est une feuille de route incomplète à mon sens, dans la mesure où l'opposition n'a pas été impliquée si nous nous référons à l'esprit de cette feuille de route. Parce que aujourd'hui, c'est deux camps qui se querellent. Normalement, l'opposition, en tout cas à travers ses représentants, doit avoir aussi ses vœux dans tout ce que l'autre camp est en train de faire dans la préparation de cette élection. Or, il se trouve que lorsque nous comprenons cette feuille de route, c'est comme si c'est le pouvoir seul qui aura le droit de faire, d'organiser toutes ces élections d'ici en décembre prochain. Ce qui n'est pas tout à fait juste. En ce qui concerne la diaspora, elle a bel et bien le droit de participer à ces élections comme cela se fait dans d'autres pays africains. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, est-ce que si le gouvernement togolais invite l'opposition togolaise à participer à la révision de la liste du fichier électoral, des listes électorales, à participer aux différentes commissions électorales, à la CENI plus précisément, et à la Cour constitutionnelle, est-ce que l'opposition togolaise participera? À une condition, à la condition que l'opposition togolaise aura une place prépondérante, n'est-ce pas, dans ces instances-là. C'est-à-dire, la fois passée, je pense qu'il y a de cela 2 semaines, dans une émission, j'ai dit que pour qu'on ait des élections libres et transparentes au Togo, il fallait rapidement congédier les membres actuels de la Cour constitutionnelle, congédier les membres actuels de la CENI et la recomposer. Et dans cette recomposition-là, la CENI doit être dirigée par un membre de l'opposition démocratique. C'est-à-dire que l'ERPT a toujours dirigé la CENI depuis que le Togo a été créé. Cette fois-ci, l'honnêteté du moins sur le plan éthique, veut que l'ERPT dise cette fois-ci l'opposition, vous aussi dirigez, on va voir. Je pense que c'est une exigence qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous allons nous battre pour que, au moins à ce niveau-là, on puisse équilibrer les forces. Maintenant, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous devons aussi faire en sorte qu'on puisse avoir une balance là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, être sûr que les choses vont aller dans le bon sens. Maintenant, s'il faut prendre 2 membres ici, 2 membres là-bas, pour aller servir de béquilles, nous disons non et nous rejetons toute participation qui ne sera qu'à défiguration dans ces instances-là. C'est pourquoi, d'ores et déjà, je demande à l'opposition, après s'être concerté, après avoir réfléchi, et il faut commencer par formuler les exigences qui, n'est-ce pas, sous-tendent, disons, les conditions qui vont permettre à sa participation effective à ces élections-là. L'opposition ne doit pas participer à aucune élection si nous n'avons rien à voir avec la CENI, si nous n'avons rien à voir avec la Cour constitutionnelle, si nous n'avons rien à voir avec la HAC. Ces 3 institutions sont vraiment capitales dans l'organisation des élections. Alors, si nous n'avons pas un rôle équilibré là-bas à jouer, alors qu'ils aillent organiser leurs élections seuls et ils n'ont qu'à continuer. Et nous allons continuer notre mouvement. Comme on le dit souvent, la lutte la continue en ce moment-là. Voilà, vous avez aussi su que durant ce sommet, les chefs d'État se sont convenus
d'autoriser la diaspora togolaise à participer aux élections. Vous avez lutté longtemps pour que ce droit de vote soit reconnu à la diaspora. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire partielle de la diaspora togolaise? Et cette participation est une motivation de plus pour que cette diaspora togolaise, je veux dire bien, puisse se déployer davantage afin que le résultat qui est l'alternance au pouvoir puisse être atteint? Oui, mais elle aurait pu être une victoire pour la diaspora et pour le peuple togolais si on avait en face de nous des gens crédibles. À l'intérieur du pays, là-bas, au Togo, c'est pas sur une distance de 2 km, les gens ont pu changer les urnes, les remplacer par des urnes pré-votées, bourrées. Mais qu'est-ce que vous allez dire de la distance 6000 km à vol d'oiseau? Voilà, pour la plupart des membres de la diaspora. Vous pensez que vous allez faire confiance à ces gens-là? C'est pourquoi je dis que tout va se faire, n'est-ce pas, en aval. Il faudrait que, comment l'appelle-t-on, les gens soient associés dès le début. Si l'opposition est associée au processus, il va dire que non. Alors, la diaspora, oui, on va se féliciter. Mais si les choses vont rester comme elles sont, comme elles ont toujours été, moi je pense que ça sera une perte de temps. Nous pouvons jubiler comme on veut, mais le RPT sera dans la logique. Il va vous présenter les résultats que la diaspora ne va jamais reconnaître. Et là, c'est du fiasco qui va continuer. Et rien ne va s'améliorer à ce niveau-là. Alors nous disons que oui, au vote de la diaspora, mais encore faut-il que les conditions de transparence soient réunies pour que ce vote-là soit effectivement effectif. C'est ça que nous demandons. Voilà, parce que le texte ne dit pas les conditions d'organisation. Qui sera en charge de ce vote de la diaspora? Parce que si ce sont les représentants de ces mêmes partis au pouvoir de l'autre côté du pays, voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire? La crédibilité serait beaucoup douteuse. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans la diaspora ici, ils peuvent aller changer des choses dans l'avion comme ils ont l'habitude de le faire. Mais sur le plan pratique ici, devant nous, ils ne pourront pas faire ça. Mais il ne faut pas compter avec la malhonnêteté criarde de ces gens-là. S'ils ont déjà des trucs pré-votés, pré-établis, ils pourront changer les trucs et aller compter autre chose ailleurs. Mais nous allons faire tout ici. Si cela devait être le cas, nous allons donner nos résultats avant que les résultats ne sortent même au pays, quitte à eux d'aller transformer et changer les résultats qu'ils veulent. Moi, je pense que dans les conditions minimales de transparence, le vote de la diaspora ne pourra pas être volé facilement. Quelle que soit leur détermination à être malhonnête, nous allons leur apprendre à être honnêtes, parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Maintenant, il faudrait que les conditions à la base soient réunies pour permettre, n'est-ce pas, à ce que nous puissions être au parfum de ce qui se passe, afin de nous attaquer à toute velléité de fraude par rapport aux élections dans la diaspora. Ça, alors là, et quand on parle du vote de la diaspora, nous ne réclamons pas seulement aller voter, nous réclamons aussi une représentation au Parlement, comme le fait le Niger et les autres pays. Nous voulons avoir des élus dans la diaspora qui vont représenter la diaspora au Togo. C'est ça aussi dont nous parlons. Nous ne parlons pas seulement d'aller voter pour voter. Non. Quand on parle du vote de la diaspora, que la diaspora, les membres de la diaspora puissent être aussi autorisés à postuler à des postes pour représenter la diaspora, comme c'est le cas actuellement dans les autres pays de la CEDEAO. Ça aussi, il faut qu'ils en tiennent compte. Sinon, on ne serait pas satisfait. Merci, monsieur le professeur. Monsieur, alors, Gabriel Adonai. Oui. Oui. Gabriel. Oui, vous me recevez? Je te reçois, Gabriel. Gabriel, alors, ils ont aussi parlé du déploiement des observateurs électoraux. Voilà. Cette fois-ci, je ne sais pas si ce sont des observateurs nationaux ou des observateurs de CEDEAO ou des observateurs de la communauté, de la grande communauté internationale, comme je l'appelle. De quels observateurs électoraux il s'agit? Oui, ils ont parlé d'observateurs internationaux
et d'observateurs nationaux. Donc ça prouve qu'il y aura les Togolais comme observateurs et les membres de l'opinion internationale qui viendront, comme d'habitude ils le font. Est-ce qu'on peut avoir confiance? Parce que nous savons ce que c'est que la représentation de la présence de ces observateurs internationaux-là. Oui, M. Yves, il faudrait quand même signaler les observateurs internationaux, quand ils viennent au Togo, on ne sait pas s'il y a un mouche qui les pique ici au Togo. Quand ils viennent, on ne sait pas si c'est le Togo qui est plus riche que leur pays, mais c'est comme ils se montrent comme ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, ce sont des gens qui manquent quelque chose chez eux, et quand ils viennent là, on les corrompt facilement. Or, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Les observateurs qui sont venus dans ce pays lors des élections, ils ont quand même été témoins de certaines fraudes quand même, mais finalement ils sont partis dire, ils jouent quand même certaines comédies. Quand ils sont au pays ici, ils ne disent rien, mais quand ils partent maintenant chez eux maintenant, c'est à ce moment qu'ils ont quand même la force pour déclarer quoi que ce soit. Donc ces observateurs internationaux dont on parle aujourd'hui, les Togolais sont habitués à eux aujourd'hui. Donc quand ils viennent alors, on ne s'attendait à rien comme pour quelque chose d'étranger. Vous voyez maintenant? Donc il n'y a pas de confiance totale en ces observateurs internationaux dont on parle. Même si aujourd'hui, la CEDEAO, étant donné qu'elle a affiché ce comportement aujourd'hui, si la CEDEAO s'accapare totalement des élections au Togo, les Togolais n'auront pas du tout de confiance en cette commission aux observateurs, quoi qu'on dise. Voilà. Si ce n'est pas les opposants qui sont devant, les mouvements de la société civile, si ce ne sont pas eux, alors là, il y aura toujours de problèmes, il y aura toujours de manque de confiance. Alors, M. Akpo, Oui. M. Akpo est là? Oui, je suis là. Voilà, M. Akpo, on nous dit que la CEDEAO a dit qu'elle va apporter son soutien et son expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections au Togo. Est-ce que, avec le comportement de la CEDEAO de cette soirée d'aujourd'hui, est-ce que les Togolais peuvent croire à cette phrase de la CEDEAO, que la CEDEAO apportera son soutien, son expertise technique à l'organisation, afin que les élections législatives de décembre 2018 soient transparentes et démocratiques? Vous savez, en toute franchise, d'abord, ce que la CEDEAO a dit à travers sa feuille de route est tellement décevant qu'on ne peut pas leur accorder une confiance. Ils ne peuvent plus inspirer une confiance vis-à-vis du peuple togolais. Entre-temps, vous demandez aux gens si la diaspora peut exulter du joie ou bien peut être satisfaite par rapport à son droit de voter. Je vous dis, monsieur, comment vous appelez là, Yves Kenaou, que l'heure n'est pas au triomphalisme. Ce que le peuple attend n'a pas été entendu. Comme quoi, le retour complet à la Constitution de 1992, la transition au cours de laquelle il serait possible de faire ces réformes selon que Ford aurait affiché sa ferme volonté dans ce sens de l'amour pour son pays qui est le Togo, ce qui n'est pas le cas. Et moi, personnellement, j'ai le sentiment que Ford aurait corrompu la commission de la CEDEAO, comme quoi à faire en sorte que vous savez bien de le dire, à faire en sorte que rien ne puisse bouger. Comme quoi on revient à la case de départ, à mon sens. Parce que, tel qu'on le voit, leur groupe de députés là, qui seront
révision-là, ce que le peuple togolais ne voudra pas, parce qu'ils maintiendront bien entendu leur récente modification de la Constitution de 1992. Et les observateurs dont vous parlez là ne seront pas crédibles parce que, comme à leur habitude, ils n'ont jamais inspiré de confiance vis-à-vis des Togolais. Tout le monde se rappelle l'année 2005. Ses conséquences, l'intégration de la CEDEAO, ses conséquences. Voilà. Selon vous, est-ce qu'on peut leur... vous avez dit qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et alors, en attendant que je vous retrouve, je vais du côté de M. Moussa. M. Moussa, nous sommes pratiquement... Alors, on me fait signe que... On me demande de faire encore une autre tentative du côté de Saint-Cloud pour voir si M. Serge est en ligne. Alors, M. Serge, vous êtes là? Allô, Serge? Allô, Serge? Mon cher Kenao, je crois que j'étais en train de vous écouter parce que je suis probablement occupé, raison pour laquelle j'écoute ce débat qui va de bon train. Sinon que j'ai suivi tout ce que vous avez dit, je suis probablement d'accord avec le professeur et je crois que les Togolais doivent prendre leur destin en main cette partie. Et il ne faudrait pas que la CEDEAO s'ingère maintenant dans cette histoire de dire nous allons surveiller, nous allons voir des observateurs internationaux, ça ne servir à rien. C'est la même chose, ils ont déjà gagné leur pari et ça sera pour de bon pour les Togolais. Si le peuple togolais n'arrive pas à prendre ses responsabilités, ça sera pour de bon. Donc nous sommes avertis que la CEDEAO désormais ne peut pas aider. Il faudrait que les Africains comprennent ainsi. Ils ont amené la CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale, pour essayer de les justifier. Vous avez vu que probablement on n'a rien vu. Donc il faudrait que la CEDEAO essaie quand même de mettre de l'eau dans son vin. Et comme l'a dit le professeur, je pense que la CEDEAO a décidé, il appartient aux Togolais de prendre aussi les décisions. Voilà, on ne peut pas rester là parce que Faure va faire encore 2 mandats. La CEDEAO est venue reconduire Faure, il a trouvé. Donc voilà ce que je pouvais dire. Pour dire que je vous écoutais, ça a été un bon débat et que ça va continuer encore dans le grand débat pour qu'on analyse succinctement tout ce qui a été décidé. Voilà. Merci d'accord une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, monsieur le professeur, nous allons ainsi, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous savez, c'est déjà fait. Le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment gérer l'avenir, afin que le dynamisme ou bien la dynamique qui existe aujourd'hui puisse continuer. Alors, comment vous, en tant que coordinateur des mouvements et associations de la diaspora, comment vous allez remonter le moral des troupes ici dans la diaspora? Comment? Parce que sans vous mentir, c'est un coup dur. C'est un coup dur qui vient ainsi d'être infligé à toute une diaspora et à tout un peuple. Pour moi, c'est déjà fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'avenir soit beaucoup plus radieux? Comme je l'ai dit, nous venons de perdre un combat, mais la guerre continue et elle se soldera par notre victoire. Et je pense que dans la diaspora, les moments, n'est-ce pas, de déception vont passer rapidement, puisque nous nous étions fixés un objectif clair. Et notre objectif, c'est que l'alternance doit se réaliser au Togo, au plus tard en 2020. Alors, si la CEDEAO n'a pas créé des conditions pour que cette alternance se réalise, nous allons essayer de la forcer. Nous allons forger l'alternance, nous allons créer l'alternance et nous allons obliger la CEDEAO à accepter notre volonté. Vous savez, il y a ce qu'on appelle destin dans la vie d'un homme, pour les croyants. Même ce destin-là, Dieu nous demande de travailler, n'est-ce pas, dans la réalisation de ce destin-là. Et à travers ton travail, ton dévouement, ton destin, Dieu, n'est-ce pas, va l'améliorer. Alors nous allons dire que nous n'avons pas été maudits pour dire que non, on mérite un régime aussi dictatorial que celui du fort. Mais nous disons que c'est les circonstances de la vie. Mais dans la diaspora, le moral est encore haut. Le moral est là.
Et nous, si nous nous décourageons, qu'est-ce que nous allons dire de notre peuple qui compte sur nous? C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il n'y a pas de découragement. On ne doit pas se laisser au découragement et nous devons recalibrer et relancer la lutte. La lutte n'a fait qu'une pause normale. Mais nous allons reprendre cette lutte-là et elle va s'intensifier. Désormais, nous aurons un objectif encore plus clair à atteindre. Et cet objectif-là va se tourner autour de 2 points. La transition qui est nécessaire pour la réalisation des réformes en bonne et due forme et le départ du fort Gnassingbé en 2020 qui sera, n'est-ce pas, soutenu par le retour à la Constitution de 1982. Les 2 points, nous allons les prendre et nous allons nous rendre auprès de qui de droit et pour essayer de plaider cette cause-là. Et nous disons que les manifestations vont reprendre et elles vont s'intensifier dans la diaspora, puisque nous ne sommes pas satisfaits. Désormais, tous les membres de la CEDEAO, ils vont nous trouver sur leur chemin. Partout où ils vont passer, nous irons là-bas pour les manifester et crier sur eux par rapport à l'action qu'ils viennent de poser, par rapport au crime, à l'option qui est devenue maintenant un crime de commission. C'est-à-dire qu'ils ont omis des choses qui sont devenues des crimes qu'ils ont commis sur le peuple togolais. Et nous allons leur demander des comptes partout où ils vont passer. Ils n'auront plus les oreilles tranquilles, nous allons leur donner de la trouille. Ça, soyez-en sûrs. Alors, monsieur le professeur, nous sommes ainsi arrivés pratiquement. Votre mot de fin, enchaînez en même temps avec votre mot de fin, afin que je puisse donner la parole aux autres. Alors, quel est votre message pour le peuple togolais et pour toute la diaspora? Je vais m'adresser directement au peuple togolais qui vient, n'est-ce pas, une fois encore, d'essuyer ses pas, une défaite dans une bataille qui s'était annoncée rude et difficile. Mais je voudrais lui dire que son destin se trouve entre ses mains. Vous savez, au moment où le vieux Socrate était vieux, il y avait 2 jeunes hommes qui ont voulu tester la sagesse de Socrate. Ils ont attrapé un oiseau, ils ont tué. Et ils ont mis cet oiseau-là, ils le tenaient dans leurs mains, et bien ils ont couvert, n'est-ce pas, cet oiseau de leurs mains. Ils sont arrivés auprès de Socrate, il dit: Socrate, comme vous arrivez à donner la réponse à tout, dites-nous si cet oiseau est vivant ou mort. Les jeunes pensaient avoir eu raison de Socrate au fin de se moquer de lui. Vous savez la réponse que Socrate a donnée aux jeunes. Il a dit: la vie et la mort de cet oiseau se trouvent entre vos mains. C'est la réponse que Socrate a donnée. Alors, je vais dire à mon peuple aujourd'hui que le devenir du Togo se trouve entre tes mains. Fais-en ce que tu veux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci pour votre disponibilité. Et la lutte continue. Ce n'est qu'un faux pas. La lutte continue. Alors, monsieur Akpo, si vous êtes là, votre mot de fin, votre message au peuple togolais. Oui, mon mot de fin est très simple, c'est que la lutte doit continuer. Partout, les Togolais sont, ils doivent s'armer du courage, continuer la lutte et faire en sorte que l'alternance arrive effectivement au Togo. Ceci dans le bien-être de tous les Togolais, quel que soit leur bord. Parce que nous devons savoir que, avec tout ce qui se passe au Togo depuis l'avènement de la prise au pouvoir, faire plusieurs générations qui ont été arriérées. Regardons par exemple ce qui se passe sur la Méditerranée, vers l'Europe. Bato me dit que les Togolais ne sont pas parmi ces gens-là qui souffrent à travers lors de leur traversée vers l'Europe. Donc, il faut que M. Faure comprenne qu'il y a d'autres Togolais vraiment capables de gérer les affaires du Togo. Donc, la balle est dans son camp.
les verts tirent, mais les Togolais ne vont pas pouvoir maintenant. Donc la lutte continue et par la grâce de Dieu, la compréhension régnera dans l'esprit des Japonais qui feront leur part pour que les Togolais sentent que vraiment l'alternance est à l'horizon d'un point de révolution. Merci. Merci beaucoup, M. Akpo, et merci beaucoup pour votre contribution. Nous vous demandons d'appeler le mardi prochain encore. Comme ça, nous allons aller beaucoup plus en détail sur cette histoire de la CEDEAO qui commence quand même par inquiéter beaucoup de personnes parce que, en fait, la CEDEAO devrait être une organisation qui écoute l'appel de ses fils. Ça, ce n'est qu'une parenthèse ouverte par Yves Kenao. Alors, Alassane Savadogo, votre mot de fin? Bon, je voudrais tout simplement encourager le peuple togolais parce que, bon, le peuple a déclenché la lutte depuis le mois d'août de l'année passée pour une cause. Et cette dynamique-là, bon, ne doit pas s'essouffler. Bon, il faut que les gens se mettent à l'idée que ce n'est pas la communauté internationale qui va venir régler le problème à la place des Togolais. Et je pense que si la pression continue et que la balance s'incline vers le peuple, et je crois bien que des voix vont s'élever pour vraiment être à l'écoute du peuple. Donc il faut que le peuple à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, la diaspora, continue avec la pression dans cette même dynamique-là. Je pense que si les effets sont positifs, nécessairement les voix vont s'élever pour appuyer vraiment le peuple dans sa lutte. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur Savadogo Alassane, pour votre contribution. Alors, si notre correspondant Gabriel Adonai est encore avec nous depuis Lomé, alors Gabriel, votre mot de fin si vous êtes là? Oui, j'avais dit sur ce plateau que la CEDEAO demeure toujours une entreprise pour la famille Gnassingbé. Mais semblerait-il qu'on ne m'a pas cru. Aujourd'hui, c'est une preuve encore que voilà, la CEMAC, l'ONU et l'Union européenne, comme ils sont comme opinion internationale, ils savent aujourd'hui que nous les Togolais, nous savons aujourd'hui que la CEDEAO demeure quand même un héritage pour la famille Gnassingbé. Raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas pu quand même se faire éclipser de la feuille de route de l'UNIR, mais plutôt qu'on a adopté cette feuille de route-là et imposé ça à la population. Je voudrais quand même revenir et se retirer à l'antobloc au niveau de l'opposition. Je vais demander à monsieur... Il y a de l'interférence là. Je vais demander à monsieur... Allez-y, monsieur Adonai. Allô? Il y a de l'interférence là. Je vais demander à monsieur... Allez-y, monsieur Adonai. Ok, ça va comme ça. Alors, monsieur le professeur, encore une fois, merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Je ne saurais vous remercier parce que vous nous apportez toujours de grandes et importantes informations. Tout ce que je peux vous demander, couchez-vous, la nuit porte conseil et dès demain, la lutte reprend. Elle reprend pour de bon. Alors, à tous les Togolais, à tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont suivis, je dis tout simplement que lorsque vous échouez, si vous vous découragez, vous avez tout perdu. Tous ceux qui nous ont suivis, je dis tout simplement, si vous échouez, relevez-vous, essayez encore. Si vous échouez encore, relevez-vous pour la deuxième fois. La troisième fois, vous allez réussir. Elle sera la bonne. Pour ceux qui comprennent Yves Kenao, il veut tout simplement dire que ce n'est qu'un échec. Ce n'est qu'un échec. Que le peuple togolais reprenne la lutte.
la deuxième fois serait la bonne. S'il plaît à Dieu. Alors je vous demande, vous tous, soutenez monsieur le professeur, et le monsieur le professeur vous soutiendra. Et la lutte continuera. Je remercie beaucoup monsieur le professeur, je remercie monsieur qui nous a appelés, je remercie monsieur Savadogo Alassane, je remercie Gabriel Adouraï depuis Lomé qui est notre correspondant. Alors Gabriel, retenez-nous toutes les informations, la réaction dès demain de l'opposition, du parti au pouvoir, du peuple, de la société civile pour les prochaines émissions. Encore une fois, je vous remercie, vous tous. Je ne saurais jamais vous remercier. Je vous aime et je vous dis tout simplement bonne nuit. Je vous retrouve la semaine prochaine ici. Au revoir. Si plaît à Dieu, Inch'Allah. Bonne nuit.